Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour la foire aux questions et je vais commencer par les questions qui sont sur Facebook. Ok. Alors la question de Valice. Bonjour, végétarienne depuis 4 ans, je commence ma transition et je voulais savoir comment soulager les émonctoires ou plutôt comment les soutenir. En ce qui me concerne, ça passe plutôt par la peau. Okay. Si ça passe surtout par la peau, est-ce que tu fais du brossage à sec, c'est-à-dire une brosse relativement douce pour se brosser toutes les surfaces de peau, toute la peau sauf le visage qui a besoin d'une brosse beaucoup plus douce. Si c'est la peau du visage qui te pose problème, je pourrais te proposer la solution que je teste depuis je sais pas, quelques semaines et je suis super fan. En fait c'est une brosse électrique pour brosser la peau comme ça. Je montrerai dans une routine très prochainement et c'est génial quoi. Et pourtant c'est la moins chère que j'ai trouvée et c'est déjà super. En fait le principe c'est que ça enlève les peaux mortes et en brossant de manière super uniforme et puis après on rince et la peau est nickel quoi. Pas besoin de la regraisser parce que si par exemple on se lave la peau au savon, on va enlever un peu beaucoup de choses et on enlève tellement de choses qu'en fait il faut remettre quelque chose de gras par-dessus, un corps gras. Et le problème c'est que si on rajoute de l'huile par-dessus après, on va se retrouver avec les pores bouchés. Et j'ai assez essayé cette solution et j'en veux plus du tout quoi. Donc voilà, si tu as des problèmes avec la peau qui élimine beaucoup trop, bon déjà je pense que c'est passager, si c'est pas passager c'est qu'il y a un problème. Et donc essaye le brossage à sec pour la peau du corps et la peau du visage et tu me diras des nouvelles. Et pour soulager ou soutenir les émonctoires, comme diraient certains, laisse tes émonctoires guérir, c'est pas la peine de te ruiner avec des poudres de plantes ou alors des poudres de perlimpinpin qui auront pas d'effet ou très peu. En fait, prends une alimentation de style Rotilfort, pas Rotiport, hein, Rotilfort. Et en fait, c'est une alimentation végétale qui crue le matin, le midi et le soir. Tu fais ce que tu as envie en cuit, mais ça doit être riche en glucides et pauvre en graisse, et donc pas d'huile. Et pauvre en sel aussi dans la mesure du possible. Voilà. Et quand c'est pauvre en sel, ça veut dire que ça soulage les reins aussi. Notre corps est capable de se nettoyer et de se rééquilibrer tout seul pourvu qu'on lui laisse le temps et les bonnes conditions. Alors évidemment, ça passe par beaucoup de repos, beaucoup d'eau, manger à sa faim, des aliments entiers, pas des aliments transformés. Alors on peut faire un peu de jus, un peu de trucs transformés, mais ça ne doit pas être la base de notre alimentation. Ça doit être plutôt tous les légumes féculents entiers, fruits entiers, voilà. Question suivante de Sonia. Qu'utilises-tu comme produit pour te laver le corps et le visage ? Pour me laver le corps et le visage, j'utilise de l'eau avec des lingettes en microfibre. Généralement, ça suffit pour le visage. Hein. Pour le corps, c'est rare que j'utilise du savon, sauf quand je stresse ou quand je fais vraiment beaucoup de sport. Et pour les cheveux, un shampoing le plus naturel possible. Éthique, vegan, bio. Sonia, tu me demandes aussi, utilises-tu des crèmes après ? Si oui, lesquelles ? Car j'aimerais ne plus en utiliser, mais à 27 ans, l'âge où j'ai commencé à revenir au naturel, ma peau a subi des produits chimiques à répétition et est devenue sèche et a besoin de crème après la douche pour le visage. Laquelle est la meilleure ? Je prends aucune crème depuis au moins 5 ans. Et ce que j'utilise en fait, c'est quand je mets quelque chose sur le visage, c'est l'aloe vera mélangé avec une huile végétale. Parce que c'est important de changer ses huiles aussi pour avoir différents bienfaits sur sa peau. Voilà, donc n'hésite pas à nettoyer ta peau avec des moyens mécaniques plutôt que savon. Et si nécessaire, si tu sens que ta peau tiraille, mélange aloe vera plus huile végétale. Les deux ensemble, c'est vachement complémentaire en fait. On met un petit peu d'huile végétale et pas mal d'aloe vera. L'aloe vera tout seul, il a tendance à faire tirailler la peau, à dessécher. Et inversement, l'huile toute seule, elle a tendance à être beaucoup trop riche. Donc voilà, d'où l'intérêt du mélange. Question suivante de Alexandra. Comment est-ce que tu laves ta salade ? Car je ne veux plus trouver de bêtes dedans. Du coup, jusque-là, c'était le seul légume que je ne prenais non bio. Mais aujourd'hui, j'achète mes salades bio. J'ai des escargots, des araignées, des vers et des moucherons en tout genre. Du coup, je fais au moins 6 ou 7 lavages. Donc je gaspille beaucoup trop d'eau et j'ajoute du vinaigre, mais du coup, ça cuit ma salade. Je ne sais plus quoi faire. Au secours. Ok. J'ai jamais utilisé de vinaigre sur ma salade parce que je déteste vraiment le goût du vinaigre. Et c'est vrai que 6 ou 7 lavages, ça suffit pas. Waouh, ils doivent être bien vivants tes légumes. Ça veut dire qu'ils sont frais et pas traités quoi. Alors moi je lave ma salade soit dans un
dans un gros saladier, je secoue un peu les feuilles s'il n'y a vraiment pas grand chose dessus. Et si les feuilles sont assez chargées en petites bêtes, je lave un tout petit jet d'eau. Je lave mes salades donc, avec un petit jet d'eau, je retourne la feuille jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dessus. En fait, ça prend quand même beaucoup moins d'eau que le grand saladier plein d'eau pour tout mélanger, quoi. Et de toute façon, j'ai un petit filet d'eau parce que c'est de l'eau filtrée qui a un tout petit débit. Donc en fait, je peux pas gaspiller trop d'eau. Alors essaye cette technique avec un petit filet d'eau. Ensuite, une question de Céline. Je suis indiscrète, mais vous êtes ensemble, Adrien et toi? Oui, j'ai déjà répondu il y a 2 vidéos. Oui, je suis avec lui. Ensuite, une question de Luna. Quelle est ta meilleure solution pour faire apparaître les abdos et le ventre maigre, car je fais du sport de manière fréquente et à bonne intensité, mais je stagne. Ouais, c'est normal d'avoir des paliers en fait. Tant que le corps il n'a pas réglé certains trucs, il va encore stocker un peu de gras et puis pas forcément muscler comme on veut. Ouais, ça prend un peu de temps. Après, c'est pas forcément en faisant des abdos ou des exercices centrés sur le ventre et les fesses qu'on va maigrir à ces endroits-là, parce que le corps il maigrit partout en même temps. Donc accroche-toi, continue à faire du sport souvent, mais pas forcément intensément. Et c'est pas la peine de manger plus que ta faim parce que ça va te faire stagner encore plus, quoi. Et pense à boire beaucoup d'eau aussi, évidemment. Ensuite, une question de Lauriane. Comment et quand doit-on consommer des super aliments? En quelle quantité et lesquels conseilles-tu? Poudre crue, graines de chia, etc. Manges-tu des algues et sont-elles essentielles dans une alimentation frugi-végane? Voilà, il y a encore plein de questions. En fait, les super aliments, il y en a certains, c'est même pas des aliments, ça devrait être des petits compléments qu'on ne prend que momentanément, quoi. C'est pas des choses qu'on a besoin de consommer toute l'année. Et je dirais même que si certains on en consomme toute l'année, on risque d'avoir des soucis, quoi. Des soucis au foie, des soucis d'intoxication, quoi. Donc c'est pas la peine de se ruiner non plus en super aliments, quoi. Et pour les algues, elles sont pas toutes adaptées à l'être humain et en plus elles donnent pas de B12 assimilable. Donc pour moi les algues c'est juste en sortie, quand il y en a un peu dans un plat, ok moi je mange des algues. Mais chez moi, je vais pas les en consommer régulièrement, hein, loin de là. Et je consomme que celles que j'apprécie, hein, surtout pas celles que je trouve un peu dégoûtantes, parce que je me dis que ça veut dire quelque chose, quoi. Question suivante. Peut-on consommer de la levure pour ne pas avoir de carence en B12? Tu sais, la meilleure manière de ne pas avoir de carence en B12, c'est de se complémenter. Parce que si on attend que la B12 vienne de l'alimentation, on est un peu en retard en France là-dessus, donc on est toujours mieux servi que par soi-même. La solution la plus efficace, c'est de prendre de la B12 en injection, soit ça faire injecter par quelqu'un qui sait le faire, soit soi-même si on a bien été formé, si on a bien compris comment il faut faire. Si on choisit cette option, au départ on fait pas mal d'injections rapprochées, histoire de bien remonter le niveau, et ensuite une injection par mois en guise d'entretien, ça suffit. Alors que si on fait la B12 en sublingual, il faut le prendre un petit peu plus souvent, et la solution la moins efficace, c'est les comprimés de B12 qu'il y a besoin de prendre tous les jours. Donc moi je préfère ne pas avoir à y penser tous les jours et je me fais mon injection dans le mois et puis c'est réglé. La B12 que je prends c'est de l'hydroxycobalamine que j'achète en Allemagne sur mycare.de. C'est rouge en fait, là on voit pas parce que le flacon est pas transparent. Donc c'est rouge, ça a bon goût. Et celle que j'ai elle peut servir pour l'injection ou alors pour prendre sous la langue, c'est égal. Alors sinon, vous pouvez commander des comprimés de B12 sur divers sites sur internet et puis il faudra le prendre tous les jours. Ensuite, question suivante, toujours de Lauriane. Peux-tu éclaircir un peu plus le sujet de l'huile? Le problème de l'huile, c'est que c'est hyper concentré en gras, c'est 100% gras. Et en plus, c'est un produit transformé, on a enlevé les fibres, donc du coup, on ne sent pas trop l'arrêt instinctif. Et le problème du gras, déjà on digère très mal le gras, et quand on mange un aliment riche en gras, ça va un peu boucher les vaisseaux sanguins et ça va perturber la glycémie et c'est pas quelque chose à faire régulièrement. Après, si vous mettez quelques petites gouttes sur votre salade, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Écoutez, du moment que c'est vegan, moi j'ai rien à dire. Hein. Ensuite, Lauriane me dit que pour certains, l'huile est importante et pour d'autres, néfaste. Et moi, je suis toute perdue. Écoutez, de toute façon, l'huile, c'est quelque chose de transformé, de raffiné. C'est déconseillé par de nombreux médecins. Et on te dira plutôt de manger pour ta santé une alimentation riche en glucides, des bons glucides, des glucides entiers. Donc on n'a pas besoin d'huile, hein. C'est pas la peine de s'acheter des bidons, il y en a déjà assez si tu vas chez des amis ou au restaurant, quoi. En fait, l'huile, elle vient des graines, elle vient de toutes sortes de graines grasses. Alors si tu veux manger du gras, mange plutôt des graines qui ont leurs fibres, quoi. Ce sera beaucoup plus sain pour toi et tu vas pas t'encombrer les vaisseaux sanguins pendant une douzaine d'heures avec ça.
Tu dis que tu es aussi toute perdue pour les quantités d'eau. Tu me demandes, penses-tu qu'il puisse y avoir un réel danger, comme parfois on peut l'entendre, si on boit trop? Alors c'est surtout les gens qui n'aiment pas boire qui vont vous dire que c'est dangereux de ne pas boire. Alors qu'en fait, les reins sont en danger si on ne boit pas assez. Et la plupart des gens ne boivent vraiment pas assez, surtout en été, là ils se rendent pas compte. Ces gens qui disent ça, est-ce qu'ils sont en bonne santé, est-ce qu'ils sont sportifs, est-ce qu'ils ont l'air vifs dans leurs yeux, est-ce qu'ils sont de bonne humeur, est-ce que bon, globalement comment tu les sens? Parce que moi ceux que je connais qui conseillent de boire beaucoup d'eau, ils sont tous en super forme, ils sont sportifs, ils ont lu des publications scientifiques, alors bon voilà. À toi de faire tes recherches, d'essayer qu'est-ce que ça donne sur toi avec beaucoup d'eau ou alors avec une petite quantité d'eau et jouer au chameau. Mais tu verras, je suis sûre que si tu testes vraiment, tu vas apprécier de boire beaucoup d'eau. Et je finis de lire ton commentaire, tu me dis « J'en profite pour te remercier pour ce que tu fais, ton aide est précieuse lorsqu'on entre sur le chemin de l'alimentation vivante. » Je t'en prie. Ensuite, une question de Sandrine. Aurais-tu des livres à conseiller sur les sujets végétarisme, végétalisme, alimentation vivante sans carence? Les apports essentiels en nutriments, minéraux pour le corps humain, et dans quels fruits, légumes, plantes les trouver? Alors pour les livres, j'en ai lu plein, mais certains c'est juste très technique et on n'apprend pas forcément des choses utiles, pratiques. Par contre, je peux te conseiller les livres de Frédéric Patnaud qui sont très bien écrits, ils sont pas trop longs, ils sont clairs. Il parle très bien d'alimentation vivante. Lui, il a vraiment expérimenté tout ce qu'il fallait pas et puis ce qu'il fallait. Et bon, voilà, je te les conseille. Pour les apports essentiels, en fait, plus tu manges et puis moins tu auras à te préoccuper de ça. En fait, si tu es quelqu'un qui est très sédentaire, qui mange peu, qui a besoin de manger peu, c'est là qu'il faudra le plus diversifier, c'est là que c'est un peu un casse-tête. Alors que si tu fais du sport régulièrement, que tu manges à ta faim, il n'y a plus besoin de calculer. Tu as tout ce qu'il te faut. En alimentation vivante, en plus, c'est tellement biodisponible que... Bon, tu peux calculer un peu sur chronomètre au début, si ça permet de te rassurer, de te réorienter, mais fais tes tests sur chronomètre et tu verras comment tu remplis tes jauges selon la quantité que tu manges. Ensuite, une question de Sandrine. Je me demandais qu'est-ce que tu utilises pour le ménage, la vaisselle et le nettoyage des vêtements? Un simple rinçage ou autre chose? Alors là, depuis que je suis dans le sud, j'ai récupéré des produits ménagers, tout ça. Et en fait, je n'ai pas encore racheté vu que je fais pas ça très très souvent. Et on va dire pour le sol, enfin pour toute la maison en général, j'utilise jamais de javel, jamais quelque chose qui désinfecte parce que j'ai pas envie d'avoir des bactéries résistantes ou des trucs comme ça et que ça pue la javel. En fait, depuis que je mange comme ça, je suis jamais tombée malade. S'il y a des poils de chat par terre, je les nettoie, je les balaye. Et... Comment dire? Avoir peur des petites bêtes comme ça, des micro-organismes. Pour le sol, j'utilise un nettoyant écolo. Pour la lessive, j'utilise aussi un nettoyant écolo. Pour la vaisselle, c'est quasiment toujours juste à l'eau vu que ça se rince tellement facilement. Et le peu de fois où je nettoie des choses qui collent un peu, par exemple la gamelle du chat ou alors d'autres choses qui collent un peu, je peux prendre un petit peu de liquide vaisselle écolo et puis voilà, c'est réglé. Et ensuite, une question d'une autre Sandrine. Ta technique de purification de l'eau avec de l'argile permet-elle de retirer le fluor également? Alors théoriquement oui, mais j'ai pas pu mesurer parce que j'ai pas d'appareil qui permet de vérifier ça, quoi. Maintenant, je n'utilise plus de l'argile pour mélanger parce que c'est trop de boulot et vu les litres que je bois, c'est ingérable, quoi. Surtout en été. Donc maintenant, j'ai un petit filtre pas cher qui est pas terrible, mais au moins c'est filtré un minimum. Ensuite, question de Faël. Peut-on prendre du muscle en mangeant que des fruits et des légumes? Oui. Quel serait le type d'alimentation à suivre en tant que débutant? Où trouver des fruits et des légumes pas chers de bonne qualité? En fait, vu que tu es un homme, je peux peut-être te rediriger vers des chaînes d'hommes qui font du muscle végétal. Alors, en anglais, je pourrais te conseiller Vegan Gains, il est génial ce type. Et puis en français, je peux te conseiller Le Sportif Vivant, Wild Might, et j'en oublie peut-être d'autres. Et pour trouver des bons fruits et légumes de bonne qualité, pas chers, le meilleur plan, c'est d'aller au marché. Ou encore mieux, de faire les fins de marché et de négocier un petit peu les prix. Et en fait, c'est là que les légumes ils sont le plus frais parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, pour la plupart des marchands évidemment. Et on peut même trouver des fruits et légumes pas traités, qui sont pas forcément bio mais qui sont pas traités. Donc, en fait, il suffit de discuter un petit peu avec ces maraîchers. Et en fait, je fais de moins en moins mes courses dans les magasins bio parce que je trouve beaucoup de fruits et de légumes pas très frais. Ça devient de plus en plus cher et je laisse un peu tomber, quoi. Des fois, je préfère même aller chez des vendeurs conventionnels et tant que le fruit et légumes sont bons, je me dis que c'est bon pour moi. Après, je rince quand même s'il faut, ou alors je pèle certains fruits et légumes. Voilà. Ensuite, une question de Julie.
Est-ce que tu es la seule crudie dans ta famille ou est-ce que ton changement d'alimentation a influencé ton entourage? Ouais, je suis la seule à manger très cru et végétalien. Il y a juste mon frère qui est végétarien et sinon, bon, il se laisse un petit peu influencer, mais ma famille quoi. Mais ils sont même pas végétariens les autres, tant pis. C'est dur quand les proches se sentent pas concernés, on a beau dire ce qu'on veut, mais il n'y a rien à faire des fois. Alors que des fois, des amis se laissent influencer beaucoup plus facilement. Et voilà, c'est la vie. Ensuite, une question de Jessica. Je voulais savoir si tu étais satisfaite de ton Ladycomb, le petit appareil pour contrôler tes cycles. Peux-tu nous faire un retour? Merci. Il s'agit de cet appareil. Je l'ai depuis 7 mois. Bon, écoute, pour l'instant, tout fonctionne bien. Donc c'est fiable. Sauf quand je mange du soja plus de 2 fois par semaine. Et là, ça perturbe mes cycles à fond. Donc du coup, je fais un peu attention à ce qu'il me raconte parce que des fois, ça peut être un peu décalé. Donc je considère que c'est fiable à partir du cycle suivant où j'ai mes règles. Je suis sûre qu'après, ça se recale normalement. Il y a aussi un truc à savoir qui est écrit dans la notice, c'est que si par exemple on a de la fièvre, si on a vraiment de la température, il ne faut pas l'utiliser, il faut attendre que la température redescende parce que sinon ça va perturber les mesures et dans ce cas ce n'est plus fiable. Je pense que je ferai une revue de cet appareil quand j'aurai un peu plus d'expérience avec. Bon, pour l'instant, attendez un peu s'il vous plaît. Maintenant je vais vous lire les questions qui sont sur Instagram. Question de Olga. À partir de quel moment as-tu pu constater des résultats sur toi avec le sport et qu'est-ce que tu faisais à l'époque? Alors au départ, rien qu'en devenant végétalienne, sans faire de sport particulier, juste en marchant au lieu de prendre le bus, déjà là j'ai perdu beaucoup de kilos, enfin beaucoup. J'ai perdu 5 kilos pendant la période où je devenais végétalienne. Et ensuite, j'ai eu tellement d'énergie que j'ai envie de faire du sport, et là j'ai encore pu avancer un petit peu et enlever de la graisse et faire du muscle. Donc à l'époque, j'ai commencé donc à faire un peu de course à pied, un peu de gym chez moi, et ça fait des résultats assez rapidement. Le tout, c'est de manger à sa faim, ni plus ni moins, et de faire du sport régulièrement. Toujours s'y tenir et pas d'excuses. Ensuite, une question de 1001 paillettes. Comment te motives-tu pour continuer le sport? Comment devenir végane et sans être en manque? Merci et bisous. Alors, pour continuer le sport, il n'y a qu'une seule chose, hein, c'est faire un sport qu'on aime. Moi, j'ai eu de la chance de faire tout de suite le sport que j'aimais, c'est-à-dire la course à pied. J'adore ce truc. Juste le départ, les quelques premières minutes où il faut un peu mettre la machine en marche, bon, c'est pas super génial, mais après, une fois que la machine est en marche, waouh, je pourrais courir des distances. Je suis encore en train de tester les distances, hein. Je me permets de faire ça. Et donc, si vous n'aimez pas la course à pied, essayez par exemple le vélo, essayez le yoga, essayez d'autres sports, hein, jusqu'à ce que vous trouviez le truc que vous kiffez à fond. Et là, quand ce sera un plaisir, il n'y aura plus besoin de se forcer, quoi. En fait, je me limite pour pas courir trop souvent non plus, parce que faut que je laisse à mon corps le temps de récupérer, et voilà, se respecter un petit peu, quoi. Comment devenir végane sans être en manque? Si au départ vous avez besoin de passer par les simili-carnés ou les simili de fromage, pourquoi pas, hein. Après, c'est pas quelque chose de très sain, la malbouffe végane, alors essayez de trouver autre chose qui est beaucoup plus sain, quoi. Des fruits et des légumes entiers, avec des féculents le soir, très peu de sel, le moins d'huile possible. Donnez-vous le temps qu'il faut, hein. Moi j'ai mis 2 ans à devenir végétalienne, c'est vachement long. Après j'étais mal entourée, alors j'imagine que si j'avais été bien entourée avec des gens qui sont déjà là-dedans, ce serait allé tellement plus vite. Ensuite, une question de City of Clem. As-tu des conseils pour passer d'une alimentation végétalienne classique à Raw Till 4? Alors en fait, la grosse différence entre l'alimentation végétalienne classique et le Raw Till 4, c'est que en fait, il faudrait se discipliner pour rester au cru matin et midi. Donc des fruits, plein de fruits, et éventuellement des légumes avec. Enfin, éventuellement, moi je conseille vraiment de manger des légumes verts, des feuilles vertes, matin, midi et soir. Et pour le soir, il faudrait que tu apprennes quelques petites recettes toutes simples pour se faire du cuit, donc des légumes ou des féculents. Apprendre à cuisiner sans sel, ça c'est peut-être pas évident au départ, donc il y a besoin d'une certaine période pour se déshabituer du sel et puis prendre du sel plus sain. J'ai déjà fait un tableau pour faire une transition avec du meilleur sel, voir se passer de sel, donc je mettrai le lien sous la vidéo. Ah ouais, et l'huile, apprendre à se débrouiller sans huile. Pas évident au départ, hein. Pour le soir, tu peux te faire par exemple des pommes de terre avec des légumes, ou alors du quinoa avec des légumes, ou alors du riz complet avec des légumes. Tu peux te faire des frites au four sans huile, tu peux te faire des pizzas véganes riches en glucides,
Tu peux te faire plein de choses, quoi. Bon, si t'es intolérante au gluten, ou alors si tu sens que ça te fait vraiment du mal, ben, tape dans le sans gluten. Mais bon, après, le souci du sans gluten, c'est que souvent, il y a plein d'additifs dedans et c'est assez moyen, quoi. Donc, simplifie. Voilà. Simplifie et puis tu verras, tu gagneras du temps. Et si tu as encore besoin de motivation pour manger à la Rottilfort, bah, tu peux regarder les tags Rottilfort sur Instagram, sur YouTube, tu regardes ce que les gens y font et tu essaies de faire pareil et je suis sûre qu'il y a des choses qui vont te plaire. Et tu peux aussi apprendre à jouer avec les épices douces. Par exemple, à la place du sel, moi j'aime bien mettre un peu de sucre de coco par exemple dans la sauce tomate. Et c'est trop bon en fait. Et puis après, il n'y a plus besoin de sel une fois que le truc il a du goût, quoi. Ensuite, une question de Maëlle. Coucou, quelles sont tes marques chouchou de sport et tes indispensables? Merci d'avance pour ta réponse, bisous. Alors, pendant longtemps, j'ai beaucoup utilisé des affaires de sport sans marque, c'est-à-dire des trucs de base qui coûtent pas trop cher. Et puis ça suffit en fait. Quand on fait des sports sans matériel, c'est pas gênant, quoi. Donc c'est juste du coton et puis du matériel de base. Après, quand on commence à faire du sport un peu poussé, par exemple plus de 20 km, là il faut vraiment d'excellentes chaussures. Moi j'ai utilisé des chaussures pas chères et puis je me suis fait une petite blessure au pied, quoi. Bon, tant pis, hein, ça m'a fait les pieds. Ou par exemple pour les longues sorties de vélo, bon là il faut un casque, c'est clair. Et il faudrait aussi une culotte rembourrée histoire de pas se faire mal sur la selle, quoi. Mais bon, j'ai pas de marque particulière à conseiller, j'ai pas trop d'expérience dans les marques. Moi, je suis contente pour l'instant si j'ai le minimum. Voilà, je m'éclate avec ça. Et pour la course à pied, je conseillerais vraiment de courir sur l'avant du pied en s'équipant de chaussures soit minimalistes, soit des chaussures à zéro drop ou alors très peu de drop. Alors certains, ils aiment bien avoir une épaisseur là pour amortir, mais moi, je sais pas, ça m'intéresse pas trop, je vois pas trop l'intérêt. Je suis encore en train de tester des chaussures, donc je peux pas trop vous conseiller de manière catégorique là-dessus. Ensuite, question de Gwendo. Est-ce que cela a été difficile pour toi de commencer le sport? Es-tu mieux maintenant ou avant dans ton corps? Gros bisous. Maintenant que j'y pense, déjà à l'époque, j'aimais bien être dans mon corps. Et maintenant, je me sens encore mieux parce que avec tout ce sport, tous ces fruits, voilà, je reviendrai pas en arrière, quoi. Je pense que l'important c'est de décider tout de suite d'être bien dans son corps, d'être heureux dans sa vie, et après de se donner les moyens de s'aimer pour que ça puisse évoluer et aller de mieux en mieux, quoi. Ensuite, une question de Clément. Est-ce que ça t'inspirerait de parler un peu des éventuelles bizarreries de rapports sociaux? Perso, j'ai l'impression de vivre dans un autre monde par moment, et les autres me le font souvent remarquer. Ouais, c'est clair. Dans ce mode de vie, on vit les choses de manière tellement différente des autres que... ouais, on est dans un autre monde, quoi. Les autres, je sais pas, ils sont en mode lutte, ils s'aiment pas, ils se détruisent, je sais pas. C'est un autre paradigme, quoi. Moi, j'ai l'habitude d'être tout le temps avec des gens qui sont super bien dans leur tête, qui mangent bien, qui font du sport, qui sont joyeux. Et puis des fois, je vois aussi d'autres gens, et puis, je sais pas, certains qui subissent la vie tout le temps, et puis qui peuvent nous voir, nous, comme des bisounours, et pas comprendre comment on est, quoi. Bon. C'est sûr que des gens qui sont tout le temps dans, je sais pas, la tromperie, dans le matérialisme, ils auront du mal à comprendre que nous, on n'a pas envie de tuer les animaux, qu'on a envie d'être bien dans notre corps, qu'on veut profiter de la vie, et qu'on a des intérêts totalement différents. C'est vrai que les gens, ils ont des rapports sociaux super malsains, hein. Mensonges, tromperie, manque de respect, victimisation. Au final, la première personne à laquelle ils nuisent, c'est eux-mêmes. Et il ferait bien de lire les accords Toltec, hein. Ensuite, une question de Vogue. Question vinaigrette. Pauline, depuis que j'ai appris que le vinaigre et le vinaigre balsamique n'étaient pas bons pour le corps, je n'ai plus envie de manger de verre et de crudité. J'ai tout essayé pour remplacer mon vinaigre balsamique adoré, et rien n'y fait. Je n'aime pas le citron, ni les sauces fruitées. Le revers de la médaille est que j'ai remplacé mon repas de verre du soir par des féculents cuits. Je ne sais pas ce qui est le plus toxique, sans compter ma perte de minéraux. Qu'en penses-tu? Bon, alors déjà, en premier lieu, tu barres toxique, parce qu'en fait, tu manges vegan, donc écoute, zen. Moi, je vais pas t'empêcher de manger ton vinaigre balsamique. Bon, après, j'imagine que c'est des petites quantités, donc c'est pas trop grave. Si ça te permet de manger ta salade, de manger ta verdure, utilise encore du vinaigre balsamique pour l'instant, jusqu'à ce que tu commences à découvrir des nouvelles saveurs dans la salade, je sais pas, ou alors que d'un coup, t'aies plus envie de vinaigre balsamique. Bon. Voilà, faut relativiser et pas stresser pour le moindre petit truc, avoir peur des toxines à tout bout de champ. Parce qu'en fait, quand on se stresse à ce point-là pour la nourriture, on va se faire du nocebo, c'est l'inverse de placebo, donc relax. Quand on mange quelque chose, qu'on sait que c'est pas optimal, on en profite quand même, on arrête de se culpabiliser. Et c'est vegan, quoi, zut. Tu me demandes aussi pour les féculents cuits.
Ouais, c'est clair que c'est pas terrible de manger 100% de féculents cuits le soir. Tu peux manger des légumes cuits avec, hein, si t'as pas envie de salade pour l'instant. Ouais, mais l'important c'est quand même de garder des légumes. Cuits ou crus, je m'en fiche, mais voilà, essaye quand même d'avoir tes légumes. Ensuite, une question de Camille. Prévois-tu de penser à protéger tes articulations? Je suis obsédée, je sais. Donc protéger les articulations des impacts de la course à pied et surtout avec les longues distances que tu fais maintenant. Penses-tu que dans cette optique, il faut un super amorti ou des minimalistes? Je pense qu'il faut apprendre absolument à courir sur l'avant du pied. Si on veut faire des longues distances, ça pardonnera pas si on court mal sur le talon. Qu'on ait de l'amorti ou pas, voilà. Donc l'important pour moi, c'est d'avoir un zéro drop ou alors un très petit drop. Le drop, c'est quoi? C'est la différence de niveau entre l'avant et l'arrière du pied. Là, par exemple, pour les Vibram, là, il y a zéro drop. Bon, après, faut être sûr de ne pas courir sur des cailloux, il faut vraiment savoir courir avec. Ou sinon, pour les autres gens, un petit drop, comme sur celui-là, il n'y a pas grand-chose de différence, vous voyez, il y a moins d'1 centimètre de différence. Ou alors il y a des chaussures spécialisées, comme je crois que c'est Ultra One, enfin, bref, des chaussures où voilà, il y a un amorti à l'avant et à l'arrière, mais zéro drop. Et grâce au zéro drop, en fait, on va pouvoir amortir mécaniquement avec notre talon, nos articulations, et du coup, comme notre cheville, elle fait son travail, comme si on courait pieds nus, hein, bah, du coup, le genou et la hanche et tout le dos, ben, ils vont pas se faire mal quand on va courir aussi longtemps. Voilà, c'était mon avis. Pour moi, ce qui est rigolo, c'est ben là quand je suis assise, même droite, même de manière optimale devant le PC, je finis par avoir mal au dos au bout de quelques heures. Hein. Et ça se résout immédiatement si je vais marcher ou si je vais courir. Alors c'est quand même qu'il y a quelque chose, quoi. Ensuite, une question de Maëlle qui me demande « Coucou, te complémentes-tu seulement en B12 et prends-tu autre chose? Merci pour ta réponse. » Oui, donc je prends de la B12, j'en prends une fois par mois en injection. Et en hiver, là pour l'instant, je prends un petit peu de vitamine D. Bon, là, j'ai tellement de réserves que je pense qu'au prochain test de vitamine D, ce sera suffisant. Et donc voilà, si on est en carence, on se complémente. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je prends pas d'autres compléments, tous mes autres niveaux, ils sont impeccables. Que ce soit fer, calcium ou les autres auxquels je pense pas là. Ensuite, encore une question de Vogue qui me demande si tu as le choix pour ton repas entre une belle assiette de fruits et des légumes verts non bio du supermarché par exemple, et une belle assiette de riz bio cuit, que choisis-tu? Je pense que 95% du temps, je prendrais les fruits et les légumes qui sont pas bio. Et le reste du temps, bah ouais, je m'autoriserais une assiette de riz bio cuit, voilà. Pas de stress. Mais l'important, c'est quand même de garder beaucoup de cru et de pas se stresser trop avec les féculents, quoi. Tant que c'est pauvre en graisse, pauvre en sel, c'est super. Maintenant, il reste 2 questions. Alors Claumet me demande « J'aimerais beaucoup manger des légumes nature, mais je trouve cela très fade. Comment tu fais pour te débarrasser des condiments, sel, huile, poivre, moutarde, etc. » Merci Pauline. À l'époque, j'utilisais pas mal de sel et de poivre, un peu d'huile et non pas de moutarde. Et ben maintenant, j'utilise que des épices douces, des trucs qui arrachent pas la bouche, pardon. Toutes sortes d'herbes et d'épices que je trouve qui ont beaucoup de goût. Et bon, c'est vrai que le cuit, c'est un petit peu fade par rapport au cru. Après, si on fait pas mal de sport, c'est pas grave si on mange du sel de temps en temps, parce que le sel part dans la transpiration, donc ça va, c'est gérable. Je suis pas très forte en recettes, surtout que j'ai même plus de gazinière chez moi. Je pourrais pas te donner beaucoup d'idées. Ensuite, la toute dernière question par Vogue, qui me dit « Il y a une théorie concernant le high carb, c'est-à-dire le très riche en glucides, qui circule sur certains blogs internet concernant les calories journalières. Le fameux surglucosez-vous, chez Ansofruit par exemple. Nous aurions une capacité de stockage de glycogène énorme qui empêche le stockage des glucides. Puisqu'il en faudrait une consommation très importante, 5000 à 6000 calories par jour, avant la transformation en graisse. Cool, on peut manger 4000 calories de date par jour sans grossir. Qu'en penses-tu? Alors pour les hommes, je connais aucun homme qui a grossi, qui a pris trop de graisse en mangeant de telles quantités. Par contre pour les femmes, si j'en crois ce que je lis sur internet, il y en a une grosse majorité qui grossit en mangeant plus qu'à leur faim. En faisant des 4000, 5000 calories, elles vont prendre du gras à coup sûr, quoi. Bah, déjà parce que c'est très difficile de faire autant de sport en étant une femme ou une femme petite qui a un BMR encore plus bas. Donc moi ce que je dis toujours c'est manger à sa faim, écouter sa faim, si on a faim on mange et si on n'a pas faim on mange pas. C'est aussi simple que ça et c'est ce que disent le docteur Campbell et le docteur Greger. Tous les docteurs qui prônent une alimentation abondante, riche en glucides de type 90-10 avec beaucoup de fruits, de féculents et des légumes cuits et crus. Le concept Rotile Force, c'est vraiment quelque chose de super sain du moment qu'on mange la quantité nécessaire à nos besoins énergétiques.
Qu'est-ce qui va se passer si on est une femme avec un petit taux métabolique de base et qu'on se force à manger 2 fois son BMR? Déjà, si on a du mal à digérer tout ça, on va avoir des ballonnements tout le temps, on va avoir du ventre bien gonflé. Et si on ne brûle pas ces excédents de glucides jour après jour, ça va s'accumuler au fil des semaines et on va grossir. Bon, évidemment, on va grossir moins vite que si on mangeait des graisses, des produits animaux, tout ça, mais on va grossir quand même. Un point c'est tout, c'est la loi thermodynamique. Il n'y a pas de miracle. Moi, ce que je vous dirais, c'est de tester pendant au moins 1 an ce qu'on vous dit sur Internet avant de relayer toutes sortes d'informations qui sortent parfois d'un chapeau. Écoutez plutôt les médecins, les grands sportifs, faites-vous une idée de tout ça. Gardez du bon sens, apprenez à écouter votre corps avant et après les repas, pendant le sport, voir si ce que vous faites, ça vous convient. Voilà, on arrive à la fin de cette foire aux questions. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Bye!